Bienvenue dans notre série Protéger le patrimoine culturel et l'héritage culturel arménien du Haut-Karabakh. C'est notre deuxième vidéo déjà sur le sujet. Dans une première vidéo, le président de iStart, Alain Navarra, historien de l'art et sociologue, avait répondu à deux questions. Quelles valeurs autres que le patrimoine, que les valeurs artistiques et historiques, le patrimoine arménien du Haut-Karabakh représente-t-il? Et quel danger menace le patrimoine culturel arménien et universel du Haut-Karabakh? Alors, comme vous le savez, au terme du cessez-le-feu du 10 novembre 2020 entre l'Azerbaïdjan, la Russie et l'Arménie a perdu au Haut-Karabakh 80% ou les trois quarts des territoires de la République du Haut-Karabakh sur laquelle se trouvent d'innombrables monuments, de monuments arméniens, de patrimoine culturel arménien. Euh, On l'a vu aussi aujourd'hui, l'Azerbaïdjan vient de nommer un prêtre albanais du Caucase à la tête du monastère arménien de Dadivank, qu'elle a renommé en monastère de Khoudavan. L'Azerbaïdjan avait aussi détruit dans les années 98 à 2005 au Nakhitchevan de manière systématique le cimetière arménien de Rachkar de Djoulfa. Donc beaucoup d'inquiétudes sont posées. Et il convient aujourd'hui dans cette deuxième vidéo de poser de nouvelles questions à Alain Navarra pour aller plus loin. Et j'aimerais commencer avec une question que tout le monde se pose finalement. Quelle réponse finalement la communauté internationale peut-elle apporter aux dangers qui menacent le patrimoine arménien du Haut-Karabakh? Alors, bonsoir. Alors, cette deuxième vidéo, effectivement, va tenter d'apporter une réponse à cette question. Alors, on le reprécise, l'Artsakh, le Haut-Karabakh, est un État, mais pas reconnu. Donc, ça ne facilite pas les choses. Pourtant, dans le groupe auquel iStart s'est joint, la plupart des personnes qui forment ce groupe ont participé à des chantiers de l'ICROM ou de l'ICOMOS. Et il est clair qu'il y a aujourd'hui la définition, je dirais, du patrimoine culturel de façon juridique s'est développée, s'est enrichie. Et c'est sur cela qu'il va falloir, bien sûr, travailler pour, je dirais, entraîner le monde à s'intéresser à la protection donc, du patrimoine culturel arménien. Alors, tout d'abord, l'occupation militaire qui découle de cette guerre, qui semble durable, moi du moins pour ces 5 ans, va entraîner de profondes modifications. Alors que ce soit des modifications économiques, sociales, notamment des sociétés concernées, des modes de vie, des modes de comportement. Donc, c'est là-dessus aussi qu'on va essayer de travailler pour intéresser l'ensemble des acteurs du patrimoine, de la protection du patrimoine culturel mondial pour faire levier sur l'Azerbaïdjan. Alors, tout d'abord, l'Azerbaïdjan a présenté évidemment ce conflit comme un conflit interne. Et effectivement, en découle un conflit à caractère ethnique, culturel, et maintenant, on s'aperçoit que le fait religieux est utilisé par l'Azerbaïdjan. Donc, malheureusement, tous ces facteurs font que c'est un facteur de fragilisation des biens qui est important, mais pas seulement des biens, des expressions culturelles, des expressions spirituelles qui y sont attachées. Alors, tu soulevais un point, Alexis, qui est très important. Aujourd'hui, Dadivank a un prêtre qui est un prêtre albanais. Et qu'est-ce que ça veut dire, ce prêtre albanais? En fait, on pourrait peut-être penser que c'est la minorité oudis, qui est la minorité, une des rares minorités chrétiennes qui reste dans la région du Sud-Caucase, effectivement, qui était autrefois, qui appartenait à ce catholicosa où il y avait en commun des Arméniens et des Oudis. Mais pourquoi utiliser aujourd'hui cette minorité? Et on va y revenir, c'est aussi quelque chose qui est un grave danger pour la communauté arménienne, parce qu'on veut albaniser en ne sachant, en ne donnant même pas la réelle explication de ce que voudrait dire les Albanais du Caucase. On a eu dans les journaux la présence du grand rabbin d'Azerbaïdjan qui a affirmé qu'il n'y aurait pas, et c'est lui-même qui le dit, de génocide culturel. Donc on voit que l'Azerbaïdjan est en train d'utiliser cette fois-ci le fait religieux. Alors, ce qui est important dans sachant cela, quelles sont les ressources que nous avons? Nous en avons quand même. Alors, on sait très bien que la réaffectation, par exemple, de bâtiments comme des églises arméniennes à d'autres usages a déjà été fait par l'Azerbaïdjan. Alors pour ça, il n'y a pas de normes internationales interdisant expressément de tels agissements. Ça va être un peu particulier. Mais ce qu'il est important de souligner, c'est que
et c'est là où on va sûrement tous se battre, c'est que le changement d'affectation, il est susceptible de détruire des éléments intangibles ou tangibles de ce patrimoine, tels que les connaissances et l'histoire qui sont liées à ces biens et qui leur confèrent un sens et une valeur. Encore une fois, tout ce discours que nous tenons là se base sur des articles onusiens ou des articles du Conseil européen. Et quand je dis cela, je me réfère précisément à un article, l'article 52 du règlement de 1907, mais également les articles 4, 3 et 5 de la Convention de 1954 de La Haye, et y compris également le deuxième protocole de La Haye. Donc, c'est sur ces choses qui existent dans l'outil du droit concernant la protection du patrimoine culturel qu'il faudra évidemment se battre. Quel est le danger également qu'il y a? C'est qu'on va empêcher la libre participation du groupe arménien aux manifestations de ce patrimoine. Je le répète, les églises arméniennes ne sont pas des boîtes à touristes. Et ces églises sont utilisées, ce sont des lieux de vie, des lieux d'échanges sociaux, et c'est très certainement un des dangers également, c'est l'impossibilité pour les Arméniens de participer à la vie de ce patrimoine. Donc ça, c'est une fonction qui sera certainement mise en danger. Alors, éradiquer un monument, empêcher l'accès au lieu où s'exprime la vie sociale du groupe, eh bien, ça a été mis en lumière par différentes conventions onusiennes importantes et également dans des conventions qui sont relatives à la protection des droits de l'homme. Donc là aussi, il y a un appareil au niveau du droit pour tenter de protéger ces monuments. Et moi, je voudrais souligner la connexion qu'il y a entre patrimoine culturel matériel et bien culturel. C'est-à-dire que la notion de patrimoine de l'humanité, ça ne se limite plus à une liste d'excellence. On l'a déjà dit la fois dernière, tous les patrimoines sur la liste, tous les patrimoines qui sont sur la liste mondiale des patrimoines de l'UNESCO, on l'a déjà dit, c'est une vision assez eurocentrée, mais l'UNESCO a beaucoup évolué là-dessus. Ce n'est pas ça qui compte aujourd'hui. C'est que tout ce qui est, comment dirais-je, la valeur universelle, on l'a déjà dit la dernière fois, est tout le temps mise en avant. Mais qu'est-ce que cela veut dire, cette valeur universelle? C'est qu'on doit prendre en compte la réflexion menée par tous ces organismes auxquels l'Azerbaïdjan a adhéré pour montrer qu'il y a une obligation de respect. Alors, le danger, c'est qu'il peut y avoir un choix délibéré de détruire ces édifices, ça c'est clair, historiques ou religieux. Et encore une fois, on le sait très bien, un nettoyage ethnique qui s'abat sur une population est en général précédé par une sorte de nettoyage culturel sur les monuments, les objets, etc., qui ont appartenu à la communauté que l'on veut évincer de son espace social. Alors, encore une fois, l'exemple de Djoura, du cimetière de Djoura que tu as cité en introduction, est important. Alors, il y a, et je terminerai là cette première partie, pour dire que les instruments existent, mais qu'il faut derrière la volonté de l'ensemble des acteurs de cette protection du patrimoine mondial pour obliger l'Azerbaïdjan à respecter ce finalement à quoi elle s'est engagée en participant à l'UNESCO. Bien, merci. Ça m'amène maintenant à la deuxième question. On avait vu la dernière fois que les droits culturels pouvaient être considérés comme des droits humains. On avait cité l'article 22 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tu as cité d'autres textes à l'instant. Mais de manière générale, quels sont les liens entre patrimoine culturel, pour être plus spécifique, et les droits humains? Alors, encore une fois, ce rapprochement entre protection du patrimoine culturel et droits de l'homme, il est finalement cité, tout simplement, il est très significatif dans la résolution des droits de l'homme qui a été adoptée par le Parlement européen en mars 2015. Et je cite, le Parlement européen rappelle que dans le cadre de l'universalité des droits de l'homme et sur la base des conventions de l'UNESCO, la diversité culturelle et l'héritage culturel font partie du patrimoine mondial et que la communauté internationale a le devoir de coopérer afin d'assurer leur protection et leur valorisation. Considère que les normes intentionnelles
de destruction du patrimoine culturel et artistique, telles qu'elles se sont déroulées en Syrie ou en Irak, devraient être poursuivies en tant que crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Alors, c'est un texte qui est très important. La difficulté encore là, c'est de définir si une atteinte au patrimoine est un crime de guerre ou un crime contre l'humanité. On ne va pas en discuter là, mais les textes existent. Donc, encore une fois, on sait très bien, on n'est pas idiot, que la valeur contraignante de telles conventions est légère, mais il est quand même important pour l'ensemble de la communauté, j'oserais dire occidentale, comme ça a été fait à Tombouctou, de mettre l'accent sur ces principes fondamentaux de l'individu. Quels sont-ils? L'interdiction des discriminations. Aujourd'hui, l'Azerbaïdjan ne peut pas dire qu'elle respecte ou qu'elle a respecté dans le passé sa minorité arménienne, parce que finalement, encore une fois, ce n'est pas le sujet ici, mais on devrait finalement en parler. Quelle a été la vie de cette communauté arménienne sous le joug de l'Azerbaïdjan? La liberté de religion et la liberté d'expression. Encore une fois, tous ces textes-là, ces conventions existent. Ce que je viens de dire, c'est tiré de la convention de l'UNESCO de 2003, encore une fois, et qui fait explicitement référence tout simplement à la Déclaration universelle de 1948 et au Pacte des Nations Unies. C'est donc parler des droits civiques, des droits politiques, des droits économiques et des droits sociaux. Encore une fois, c'est un texte onusien de 1966. Et pour terminer sur les textes qui existent, en 2005, la Convention de l'UNESCO parle de protection et de promotion de la diversité des expressions culturelles. On ne va pas nous dire, on ne va pas nous expliquer qu'en mettant un prêtre qu'on définit comme albanais à la place d'un prêtre arménien dans un monastère arménien dont tous les historiens, à moins d'être totalement aveuglés par on ne sait quel nationalisme, savent très bien que Dadivan est un monastère arménien. Donc là, il n'y a pas respect. Il y a mise en danger de la diversité culturelle en Azerbaïdjan, mais également de l'expression culturelle. Voilà. Alors, quant à l'Union européenne, qui voudrait garder sa place ou je ne sais trop quoi dans toutes ces négociations, bien, là encore, il y a une communication qui est très importante de 2016 sur les relations culturelles et internationales de l'Union européenne. Nous avons d'ailleurs, avec le groupe auquel a adhéré iStart, envoyé un dossier assez complet au Conseil de l'Europe pour lui demander son intervention dans le cadre diplomatique des missions de paix qui existent en leur sein et qui, en leur sein, ont depuis 2017 des experts du patrimoine. Donc, ça a été un de nos... de faire ce dossier, de l'envoyer, de faire un plaidoyer donc, pour ce dossier. Ça nous a occupé un certain temps donc, avec iStart. Alors, également, l'intervention du représentant permanent de la France lors de la conférence internationale de Genève en avril 2019, lors de l'anniversaire du deuxième protocole de La Haye de 1999, est très importante. Et il y a un passage qui est essentiel. Je ne vais pas vous lire tout ce passage, mais une phrase est dite par le représentant français. Croire que la modernité peut se fonder sur l'oubli est une imposture dangereuse. Donc, iStart, comme un ensemble d'acteurs de la protection de ce patrimoine, en tant qu'historien de l'art, en tant que personne qui travaille dans la culture, eh bien, je ne peux qu'attirer l'attention sur le fait que les destructions culturelles précèdent souvent les violences faites aux hommes, et je le répète. Il faudrait que tout acte de vandalisme soit poursuivi. On sait aujourd'hui qu'on peut poursuivre des individus, pas simplement un État, ça a été fait pour la Syrie, on sait qu'on peut le faire. Et ça permettrait d'envoyer un signal fort, d'avertir qu'aucune autre violence ne peut être tolérée. Et je ne cesserai de le répéter, hein, les violences contre le patrimoine, elles empruntent les mêmes voies que les violences contre les êtres humains. Donc, ce qu'on peut dire, pour clore là aussi ce petit chapitre, c'est que le défi de l'application de l'arsenal juridique, il est en question, encore une fois, c'est clair. Je suis désolé de le dire, la destruction du patrimoine irakien, par exemple, et syrien, était une interpellation importante, mais la réponse n'a pas été convaincante. Déjà, je le dis en tant qu'historien de l'art. Pour que la conception universaliste dont se prétend issue la protection mondiale du patrimoine, eh bien, il faut des signes forts. Sinon, je ne cesserai de le répéter, c'est la mise en cause de l'édifice humaniste occidental qui est en jeu. Pour être
bien plus clair, on finira définitivement par nous prendre pour des charlots. Oui, alors tu as été très clair. Je vais passer maintenant à la troisième et dernière question. On l'a dit à plusieurs fois lors de cet échange, le monastère arménien de Dadivan, construit dès le 9e siècle, vient d'être renommé monastère albanais du Caucase de Khoudavan par les autorités azéries. Comment se fait-il qu'un conflit qui, à la base, n'est pas religieux, utilise aujourd'hui à ce point le fait religieux? Oui, c'est la question qu'on peut se poser, hein, je le répète, l'Azerbaïdjan, à l'origine, est un des pays les plus séculiers du monde musulman. Alors, la semaine dernière, s'est exprimé le grand rabbin d'Azerbaïdjan dans un journal suisse. On voit apparaître maintenant, j'oserais dire, sur sur l'entourage religieux de ce conflit maintenant, les Albanais du Caucase. Donc, je le répète encore une fois, le prêtre qui a été nommé à Dadivan, qui est issu très certainement de cette minorité, les Oudis, hein, qui étaient attachés autrefois à ce fameux Catholicosat d'Albanie. Qu'est-ce que ça veut dire? On sait très bien que le rôle de la religion, c'est un facteur aggravant des tensions, aggravant des conflits. Encore une fois, l'Azerbaïdjan est en train de montrer très nettement et très clairement sa volonté d'effacer toute, toute historicité des traces des Arméniens dans cette région. Encore une fois, ce n'est pas très intelligent de faire ça. Parce que si vous prétendez, comme le fait l'Azerbaïdjan, à grand renfort de publicité, que vous êtes le pays parfait du dialogue interculturel, je ne vois pas comment vous allez pouvoir jeter de l'huile sur le feu en créant finalement un affrontement identitaire à travers de monuments, et notamment de monuments religieux, qui sont bien effectivement des cibles privilégiées. Quand on connaît le fait anthropologique, j'oserais presque dire, du lien qui existe entre les Arméniens et leur foi et leur religion, on voit très bien que c'est quand même quelque chose de particulièrement agressif, hein, envers les Arméniens. Donc, pour un pays qui voudrait prétendre au dialogue interculturel, c'est quand même vouloir encore une fois effacer complètement les symboles de la culture de l'autre. On y revient toujours. Alors, les dégradations, les atteintes contre le patrimoine religieux ont déjà été documentées. Hein. En Azerbaïdjan, les Azéris peuvent dire ce qu'ils veulent, ça a été documenté. Donc cette protection du patrimoine religieux, il peut devenir, dans le fond, un élément intrinsèque du processus de construction de paix, si on y réfléchit bien. Mais comment veut-on arriver à un processus de paix ou à une construction de paix? On a entendu un ministre dire que ça y est, on allait faire du commerce avec les Azéris ou je ne sais trop quoi. Mais si on touche aux fondamentaux d'une culture, par exemple, je ne vois pas comment on va pouvoir créer un processus de construction de paix là-dessus. Encore une fois, il ne s'agit pas, encore bien sûr, je suis en tant que position d'individu d'origine arménienne, mais je m'en réfère au texte de l'ICROM, au texte de l'ICOMOS, et je vais vous les citer. La question de l'importance et de l'urgence de la poursuite de la mise en œuvre d'initiatives conjointes en matière de protection du patrimoine religieux et sacré, en exploitant efficacement les possibilités des programmes existants dans le cadre de l'UNESCO, de l'ICROM, de l'ICOMOS, de l'UICN et d'autres organisations et institutions internationales pertinentes, a également été posée durant la Convention du patrimoine mondial de Brasilia 2010. Donc, on voit que ces discussions sur le patrimoine religieux, elles sont importantes. D'abord, pourquoi? Parce que dans l'ensemble des pays, les biens religieux, le patrimoine religieux, c'est très certainement la catégorie des biens la plus nombreuse. Et on pourrait dire que le patrimoine religieux vivant, il va présenter quand même des caractéristiques qui le distinguent des autres formes du patrimoine. Et je reprends encore une fois ce qui est dit par l'UNESCO, qui désigne comme de fait le patrimoine religieux comme les plus anciennes zones protégées de la planète et qu'elles sont d'une importance vitale pour sauvegarder la diversité culturelle. Mais encore une fois, c'est une chose qu'il est important de dire. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire disparaître un peuple d'une région, ok, sans que cela semble poser de grandes questions finalement, mais dans le fond, c'est l'héritage collectif qu'on est en train d'amputer.
C'est l'héritage collectif. Qu'est-ce qu'on voudrait faire? Expliquer l'histoire de la chrétienté ou l'histoire de relations en évinçant totalement les Arméniens d'une région où ils sont pourtant présents depuis des milliers d'années? Alors, je dirais que quel que soit le statut d'un groupe, et dans ce cas-là, celui des Arméniens du Haut-Karabakh, il est impossible d'envisager d'avenir stable si un groupe, si une communauté de personnes ne peut pas vivre et exprimer sans crainte son identité culturelle. Si on considère le patrimoine comme inintéressant ou je ne sais trop quoi, au moins que l'on ait ça en tête, c'est une chose qui est importante. Transformer les symboles des différentes identités régionales en outils pour créer un dialogue, eh bien, ça serait peut-être déjà là-dessus que l'UNESCO ou certaines ONG pourraient intervenir. Jamais un processus de paix réel n'a été mis en place dans cette région. On a juste fait une gestion de conflits en permanence. Ce serait peut-être, et peut-être le cas, le moment d'utiliser la protection de l'héritage culturel, patrimonial arménien pour en faire finalement un outil pour bâtir quelque chose d'autre. Ne l'oubliez pas, quand on parle de monuments, on parle d'églises ou quoi que ce soit d'autre, on parle d'êtres humains. La protection du patrimoine, le patrimoine, c'est du présent social. Ce n'est pas qu'une histoire. Et en détruisant cela, en interdisant l'accès, en transformant, en albanisant ou je ne sais trop quoi, on est en train de complètement empêcher un futur d'exister dans cette région. D'abord pour le peuple arménien, ça c'est sûr, mais ensuite pour la diversité culturelle de cette région, qui, il faut le dire, cette diversité culturelle a été une des marques de cette région. Voilà. Alors, je pense que pour la conclusion, je vais conclure avec ça. Je laisserai Alexis conclure en disant finalement ce que nous voudrions, hein, très nettement. Mais la conclusion, c'est que c'est très compliqué pour des États ou des entités comme l'Artsakh d'exister dans une communauté qui est en fait une communauté d'États. Mais moi, je voudrais juste souligner ce qui est arrivé, ce qui a été souligné par un homme qui était brillantissime, qui était Fabio Maniscalco. Fabio Maniscalco était directeur de l'Observatoire international pour la protection du patrimoine culturel. Et il a attiré l'attention sur la protection du patrimoine culturel palestinien. Et effectivement, il n'y a pas d'État. Il n'y a pas d'État reconnu. Et l'ensemble des instruments internationaux de protection du patrimoine culturel ne pouvaient pas non plus s'appliquer là, dans ce cas présent. Et je voudrais juste vous lire ce qu'avait proposé Fabio Maniscalco, qui considérait que la Palestine n'était pas reconnue en tant qu'État, mais qu'elle devait avoir le droit de ratifier des traités, notamment sur, notamment sur la protection de son patrimoine. Voilà ce qu'il disait. Bien qu'Israël ait signé la Convention de l'Aix en 1957, il n'est pas obligé de respecter ces dispositions, parce que l'autorité palestinienne ne l'a pas ratifiée. Je prie l'autorité palestinienne de promulguer des lois nationales concernant la sauvegarde, la conservation et la restauration du patrimoine culturel, plus adéquates aux impératifs accrus de la Palestine, etc., etc. Il demandait même à la Palestine de présenter une pétition à l'UNESCO pour obtenir l'autorisation de ratifier la Convention de la Haye de 1954. Alors, on ne va pas rentrer ici dans un débat sur la loi, puisque là, ce serait plutôt l'affaire des internationalistes, et je ne veux pas sortir de mon domaine d'action, bien que en participant à des programmes de protection de patrimoine culturel, on est amené à s'intéresser bien évidemment au droit international concernant cette protection. Mais ça, c'est intéressant finalement, parce que cet appel va être ignoré, bien évidemment, on comprend pourquoi il va être ignoré, mais ce qui est important, j'en terminerai là, on ne peut pas d'un côté appeler à renforcer à un renforcement mutuel de la protection des patrimoines culturels et des droits humains, et de l'autre, tolérer un usage croissant du droit international, finalement comme un cadre de la violence contre des populations. Ce serait complètement illogique de la part de toutes ces instances, et encore une fois, plus personne ne pourrait croire à ce genre d'universalisme-là, posé comme quelque chose qui va aider tout le monde et finalement qui ne semble pas aider tant que cela. Mais il faut dire une chose positive, c'est que l'UNESCO a précisé
qu'elle va se rendre dans la zone du conflit, qu'elle entraînera avec elle, elle amènera avec elle comment dirais-je, des experts internationaux, et c'est quand même une lumière que l'on voit dans le bout du tunnel, on espère. Alors, par contre, et je terminerai avec là, c'est que ce patrimoine culturel arménien, il a bien sûr, en Artsakh, il a bien sûr un, comment dirais-je, un statut particulier, parce qu'il reflète en même temps les valeurs d'une communauté, la créativité, le lien intergénérationnel, le sentiment d'appartenance. Mais je tiens quand même à le préciser, ça fait partie de la diversité culturelle qui est présente dans la région. Accepter qu'on éradique le patrimoine culturel arménien revient à ne pas vouloir justement voir cette diversité dans cette région. Et puis, dernière chose, ça serait peut-être le moment de considérer que ces entités infra-étatiques doivent être également prises en compte. Voilà. Merci Alain pour ces points vraiment, vraiment fascinants sur les liens qui existent entre protection du patrimoine et droits humains, et entre ce que la communauté internationale peut et peut-être même devrait faire pour protéger le patrimoine arménien aujourd'hui en danger. Merci également pour ces pistes que tu as évoquées sur la Palestine, qui pourraient peut-être être des pistes aussi pour les autorités arméniennes de Stepanakert, qui pourraient également promulguer des lois nationales concernant la protection du patrimoine arménien dont il a récemment perdu le contrôle au terme du cessez-le-feu du 10 novembre. Et ces mêmes autorités pourraient également, pourquoi pas, lancer une pétition à l'UNESCO pour obtenir l'autorisation express de ratifier la Convention de la Haye de 1954. Et bien évidemment, les autorités les autorités arméniennes et les membres du groupe de Minsk, la coprésidence, la France, les États-Unis et la Russie pourraient soutenir les Arméniens dans leur ensemble dans ces démarches, même si, bien sûr, on peut aussi se poser des questions par rapport au monastère de Dadivang, dont on avait cru qu'il allait être protégé par les soldats russes, mais dont on voit peut-être que ça n'a pas été le cas, malheureusement. En tout cas, des pistes. Et Puis, merci beaucoup. et puis, il faudrait juste dire que iStart participe donc à ce groupe, et nous avons différents rendez-vous, aussi bien à Bruxelles, à Paris, avec certaines ONG, et nous irons même jusqu'à avoir des contacts avec une ONG norvégienne. Donc, nous continuons le combat et nous continuons à nous engager à fond sur ce patrimoine culturel arménien. Merci Alexis et merci à tous. Merci.